accueillons Michael Amar, qui est web entrepreneur, ambassadeur pour la French Tech et board member de Station F, fondateur de plusieurs startups à succès, dont I Feel Goods, et créateur du plus grand événement européen sur les NFT, le Paris NFT Day, le 12 avril prochain. Merci Michael d'être avec nous. Merci de me recevoir. En quoi est-ce que le Web3 est une révolution et qu'est-ce que cela revêt? Le Web3 vous permet en tant qu'acteur d'être en même temps quasiment actionnaire. En tout cas, vous êtes rémunéré à la juste valeur de ce que vous apportez dans l'écosystème digital. Si on pense au Web 1, en fait, on subissait les sites web qui s'affichaient, on lisait, on était passif. Web 2, plus interactif, les réseaux sociaux. Mais Web 3, en fait, on participe à l'économie et on en retire un bénéfice. Qu'est-ce qui a fait le succès des plus beaux projets Web3, comme par exemple les Bored Ape Yacht Club? Alors, les Bored Ape Yacht Club, c'est 4 trentenaires qui ont lancé ce projet au mois de mai l'année dernière. Ils sont partis de rien, ils ont créé 10 000 différents singes qui aujourd'hui représentent plus de 5 milliards de dollars si vous voulez tous les acheter. Alors pourquoi cette magie? En fait, ils ont réussi à créer une communauté extrêmement forte. Ils ont créé du merchandise qui vont avec, donc une vraie marque. Ils ont créé des événements exclusifs où vous ne pouviez aller que si vous montriez que dans votre wallet NFT, dans votre portefeuille NFT, vous aviez effectivement un de ces singes. Et ils vous donnent également accès à des informations, à des partenariats, à du co-branding. Pour vous donner un exemple, ils ont fait, je pense la partie la plus importante de ce qu'ils ont apporté à l'écosystème, c'est que si vous achetez un Bored Ape, vous êtes l'unique possesseur de ce singe. Ça vous permet quoi? Ça vous permet par exemple d'ouvrir demain un magasin avec ce Bored Ape, faire du merchandising derrière, vendre des mugs, des t-shirts, des casquettes, mais en même temps vous ne devez payer aucun royalty à personne parce que vous avez acquis 100% de l'ownership, des droits en fait, de ce Bored Ape. Donc tout le monde, on va dire dans le Web3, reconnaît que c'est bien la collection Bored Ape et vous allez bénéficier de leur aura qui vaut entre guillemets 5 milliards et vous pouvez néanmoins leverager cette marque pour n'importe quel produit dérivé. On peut aussi imaginer, c'est en train d'être fait par quelqu'un qui a un pseudonyme qui s'appelle Jenkins de Valette, qui a réussi à licencier plus de 1000 Bored Ape owners et il a fait un deal avec l'agence d'Hollywood CAA pour pouvoir faire des films, des dessins animés, des produits dérivés et il vous reverse une partie des royalties si jamais ils utilisent l'image de votre singe. Le point des royalties, il est quand même assez... c'est le point crucial des NFT. C'est le point crucial. Je vous donne un exemple, 2 exemples. Vous êtes un artiste avec du talent mais en Afrique et vous essayez de vous faire repérer par une galerie à Paris. Je pense que la probabilité elle est presque 0. Là, vous pouvez faire votre dessin sur un téléphone, l'uploader directement sur une plateforme qui s'appelle OpenSea, qui est un peu l'Amazon des NFT, qui va prendre en parenthèse que 15% de commission comparé aux 50% d'une galerie à Paris. Et la magie, c'est quoi? C'est que même si quelqu'un l'achète à 500 €, bon, moi c'est toujours très bien, mais imaginons que quelqu'un a un coup d'œil et se dit « Waouh, il y a quelque chose ici, je vais l'acheter, je vais mettre 2000 €. » Et bien, ad vitam aeternam, et pour chaque transaction future, le créateur, donc le jeune Africain, touchera une commission qui va en général entre 5 et 7% et demi. Mais de façon infinie en fait, même ses petits-enfants en profiteront. Donc imaginez, c'est comme Picasso avait pu toucher une commission à chaque fois qu'il y a eu une revente d'un de ses tableaux. Et donc ça change complètement le jeu, mais même si on se met du côté des marques, il y a aussi un pendant. Regardez la taille du marché secondaire, toute l'explosion des sites qui vendent du seconde main. Vous prenez une marque de luxe, vous regardez leur market share, vous regardez leur market share aussi fictif en fait sur le secondaire parce qu'ils ne touchent rien. Mais demain, où on aura ces digital collectibles, donc ces nouveaux objets en fait qui vont se revendre aussi, donc le sac de luxe, la montre de luxe digitale qui se revendra également, si vous pouvez toucher une commission ad vitam aeternam, donc c'est un game changer pour ces marques. Donc quels sont les conseils et les avertissements que vous pouvez prodiguer aux marques et aux entreprises pour leur entrée dans le Web3? Alors c'est pas évident parce qu'il faut à la fois aller très vite et en même temps il faut qu'il y ait un vrai projet derrière. Et donc ça peut paraître antinomique. Pourquoi très vite? Je peux vous donner l'exemple d'Adidas en fait. Adidas a acheté un Bored Ape, donc qui est la collection la plus fameuse. Du coup, ils ont onboardé tous les followers NFT Web3 en fait. Donc ils ont eu gratuitement, entre guillemets, des dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes qui se sont dit « Waouh, Adidas a tout compris, ils ont acheté un Bored Ape, donc ils nous comprennent, donc on se projette avec eux, ils vont aider à onboarder plus de personnes dans le Web3, c'est génial. » J'ai même vu des tweets qui disaient j'étais un fan toute ma vie de Nike, mais là, ça y est, Adidas, vous m'avez eu pour toujours. Ce tweet vaut beaucoup d'argent. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Une fois qu'ils ont eu toute l'audience Web3, ils ont vendu leur propre NFT, mais ils ont fait 100 millions dessus, et c'est parti en quelques minutes. Donc, c'est pas anodin. Et ça permet quoi en fait? Leur NFT, ça coûtait à peu près dans les 3000 € quand vous convertissez en euros. Ça vous permet d'avoir, pour l'instant, ce qu'ils ont annoncé, c'est un tracksuit jaune avec des gants, je crois, et un bonnet, pour 3000 €. Et on parle pas de Prada, on parle d'Adidas. Donc, on voit quand même cette appétence en fait qu'ont les gens pour ce type de produits digitaux, parce qu'en physique, ils n'auraient pas acheté chez Adidas un jogging, je pense, à 3000 €. Et après, leur prochain plan, c'est en fait de prendre cet avatar qu'ils ont créé avec ce singe
et le mettre dans le métaverse pour faire un jeu. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ils ont acheté pour peut-être 100 ou 200 000 euros un singe à l'époque, mais du coup, ils ont récupéré en termes de followers et d'influenceurs et ils sont vus comme des thought leaders dans l'industrie du Web 3 juste grâce à cet achat au final. Donc l'investissement n'est pas énorme pour apparaître comme des visionnaires et un acteur majeur du Web 3. Donc ça, c'est un point. Mais après, on a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'argent en lançant des collections de chimpanzés, de chats, de singes, ce que vous voulez. Mais après, il n'y avait rien en fait. Il n'y avait pas d'utilité. Contrairement à certaines marques, notamment une qui est fameuse, qui est une marque de streetwear en Californie, qui s'appelle Adam Bomb Squad, qui vous a en fait donné la possibilité d'acheter des bombes qui étaient toutes noires avec un point d'interrogation. Et ils vous ont dit, à un moment donné, c'est la pochette surprise, elles vont exploser. Et ça va être un dessin avec un collaborateur, un artiste à chaque fois unique et plus ou moins connu. Les gens étaient comme de fous, c'était un peu la pochette surprise. Les gens qui ont acheté ces bombes lorsqu'elles ont explosé, entre guillemets, ont révélé un dessin plus ou moins unique, plus ou moins fait par un artiste plus ou moins connu. Et derrière, cette œuvre non seulement était sympathique et unique et permettait d'être revendue sur le second marché, mais elle donnait aussi la possibilité d'aller déjeuner une fois par an avec les fondateurs de la marque, d'aller voir le magasin d'usine, d'accéder à une vente privée, d'avoir 10% de réduction sur les produits. Et donc là, on trouve une utilité au NFT. Et ça, c'est un point qui est fondamental, c'est quand même, ok, on a acheté, on s'est fait plaisir, il y a une notion de marque, d'unicité, un peu de spéculation parfois, mais qu'est-ce qui fait que les gens vont le garder? Parce qu'une marque ne va pas chercher forcément à ce que les gens passent leur journée à spéculer sur leur marque ou sur leur compte, mais elles aimeraient plutôt qu'il y ait une utilité. Donc ça vous donne accès à des memberships exclusifs, à, encore une fois, des ventes privées, des produits uniques, etc. Donc il faut bien réfléchir à l'offre et ça peut remplacer à court terme même déjà les programmes de fidélisation classiques. Exactement, vous soulevez un point très intéressant de la relation client, l'augmentation des communautés et du lien qu'on crée avec les consommateurs. Maintenant, avec le Web 3, normalement, ça va passer par la métaverse. Oui, en fait, il y a un système d'érosion, hein, vous le voyez dans vos campagnes marketing. Quand vous envoyez un email, les taux de clics, les taux de transfo, on commence à chuter. La nouvelle génération, ils ne répondent plus trop aux emails, c'est pas assez rapide pour eux. Du coup, quel va être le prochain email? Pour moi, c'est assez clair et c'est le wallet. Mais en même temps, c'est magnifique parce que dans le wallet, on a beaucoup plus d'informations. Enfin, c'est magnifique pour le marketeur. Mais on a tellement d'informations sur les utilisateurs, même si c'est pseudonymisé. On sait si quelqu'un est plutôt dans le luxe, plutôt dans le sport, plutôt dans la musique. C'est quelqu'un qui a beaucoup de moyens ou moins de moyens. Donc ces informations permettent aussi de lui envoyer, sur la base d'informations qu'on voit dans son wallet, des offres ou des promotions qui vont être basées sur son comportement. Enfin, c'est même plus que son comportement, sur ses achats réels. C'est comme si physiquement vous étiez dans le portefeuille de votre consommateur. Le pari NFTD que vous co-lancez avec certainement des associés, Tout à fait. arrive bientôt. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus en 2 mots sur cet événement? L'initiation est le Paris Blockchain Week Summit que nous avons créé en 2019, qui est un des plus gros événements mondiaux sur les sujets des crypto-monnaies, de la blockchain. Et la 3e édition a lieu donc les 13 et 14 avril prochains au Palais Brongniart. Et nous avons voulu en fait profiter de l'engouement qu'il y a pour les NFT et les métaverses pour créer un événement qui sera uniquement dédié au Web3. Donc le 12 avril, où nous aurons plus de 2500 personnes et une centaine de speakers qui viennent du monde entier. Donc c'est un événement extrêmement international sur lequel il y aura non seulement des conférences, mais aussi du actif. Donc on apprendra aux gens à créer leur wallet, à acheter leur premier NFT, à suivre une vente aux enchères en live. Mais également, il y aura du Play to Earn, qui est la nouvelle version un peu du gaming, qui permet donc de gagner tout en jouant. Il y aura une exhibition d'art digital et il y aura des animations et des célébrités du sport et de l'entertainment qui montreront comment c'est aussi un nouveau moyen de financement pour elles, le leverage des Web3. Et on parlera des métaverses, bien sûr, également. Vous pouvez nous dévoiler quelques noms? Oui, bien sûr. Donc, on aura le directeur de l'innovation de Kering qui sera là. On aura le cofondateur de Sandbox, qui est le premier ou deuxième métaverse et qui est cofondé par des Français. Nous aurons Jenkins de Valette, c'est la personne dont je parlais, qui en fait a regroupé 1100 Bored Ape Owners et qui les licencie auprès de l'agence Hollywood CA et plein de surprises. Donc si vous allez sur le site nftd.paris, vous allez voir régulièrement les nouveaux speakers qui seront annoncés. Merci Mickaël. Merci. Merci, à bientôt.